Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Mes études dédié à la PACES, autrement dit la sacrée première année de médecine. Donc vous êtes en terminale et vous comptez entrer en médecine l'année prochaine. Aujourd'hui, on va décrypter ce que c'est vraiment que cette première année avec Monsieur Daman, qui est professeur de physique biophysique au CPCM et fondateur de la plateforme NetExam. Donc je vous laisse avec Nafa qui va vous expliquer un petit peu ce qui vous attend et à quelle sauce vous allez être mangé. Merci. Bon, vous allez certainement vous poser pas mal de questions sur cette première année. Bon, on a dû vous dire que c'était une année un petit peu difficile. C'est une année difficile, donc vous allez être rassurés de ce point de vue-là. Mais il y a une parade. La parade, elle est toute simple, c'est tout simplement le travail. Alors on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, sur la manière de procéder, sur la méthode à suivre. Mais pour l'instant, on va essayer d'expliquer un petit peu le principe de la PACES. Donc, comme vous savez, c'est la première année qui vous donne accès, si vous y arrivez, à la fameuse deuxième année, la P2, qui va vous permettre d'aborder réellement ce que vous avez envie de faire, quoi. Donc, disons que la première année de médecine, on l'appelle première année de médecine, c'est pas tout à fait une année de médecine, puisqu'il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de la biophysique et des matières que vous n'aimez peut-être pas, mais que vous allez devoir travailler parce que c'est un point de passage obligé, tout simplement. Donc il faudra vous y faire. Dites-vous simplement une chose, c'est une étape nécessaire. C'est quelque chose de relativement difficile pour certains, de moins difficile pour d'autres, et le passage obligé de tout le monde, de toute façon. Alors, il y a une règle qu'il faut vous mettre en tête dès maintenant, c'est tout simplement que c'est un concours. Même si le major a 8, si vous êtes dans le lot, vous passez. Donc, c'est toujours une comparaison par rapport à vos concurrents. Donc, c'est ça le point principal. Donc, si vous débarquez dans une fac et que vous constatez que vous n'êtes pas dans le lot, là, effectivement, ça peut poser problème. Mais si vous constatez que vos concurrents ne sont pas plus forts que vous, il ne faut pas vous décourager. Il faut vous dire simplement que c'est un concours et qu'il s'agit d'être dans le lot, hein, dans le bon paquet de départ, la bonne charrette de départ. Et c'est le principal. Alors, la première année donc, va se décomposer en deux morceaux, deux semestres. Il faut déjà retenir que le premier semestre, c'est quand même le semestre déterminant, hein. C'est là que tout se fait. Alors, il est possible de rattraper le coup au second semestre, mais disons que les dés sont jetés dès le premier semestre. C'est là que se trouvent en fait les fameuses matières physique, biophysique, chimie, biochimie, biologie. Alors, quelques matières par cœur, comme l'embryologie, l'histologie, etc. Mais tout se fait essentiellement au niveau du premier semestre. Alors, la décomposition est très simple, selon les facs, hein, c'est très variable. Comme par exemple à Paris 5, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, l'essentiel de la physique et de la biophysique se fait au premier semestre. Pour les autres facs, c'est réparti entre le premier et le second. Pareil pour certaines matières. Il y en a qui sont faites au premier semestre, comme l'anatomie, et d'autres facs font ça au second. Mais ce n'est pas le plus important. Disons que l'essentiel pour vous, c'est de vous mettre dans le bain dès le départ et de constater que vous avez pris le rythme. Ça, c'est l'essentiel. Et j'ai envie de dire tout simplement qu'il suffit dès le début de vous mettre des œillères et de ne voir au bout tout simplement que la P2. Seul objectif important pour vous, c'est la P2. Donc, vous qui êtes adepte de Facebook et des réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, faites une petite parenthèse. Si vous avez une amie ou un ami, demandez un break d'une année. Comme ça vous permettra de travailler de manière un peu plus soutenue. Bon, ça c'est un petit peu une boutade, mais il faut vraiment un petit sacrifice, voire un grand, pour certains, pour être sûr d'être dans l'eau à la fin, quoi. Voilà. Alors pour les études en elles-mêmes, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer un petit peu le principe. L'entrée, évidemment, se fait avec le bac, hein, ça c'est évident. Vous êtes dans un lot, donc il y a un numerus clausus. Ce numerus clausus, c'est, disons, l'épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, hein.
Euh, c'est possible que ça ne vous impressionne pas, mais pour la plupart, c'est évidemment quelque chose qui pèse très très lourd. Puisque quoi que vous fassiez dans la journée, quoi que vous fassiez dans la semaine, c'est toujours par rapport à ce résultat que vous espérez obtenir évidemment. Donc ce fameux numerus clausus, être dans le lot, c'est le but principal. Alors les études sont longues, hein, il faut vous le savoir dès maintenant. La première année n'est qu'une étape. Elle va vous permettre de faire des études de médecine. Vous n'y êtes pas encore, hein, vous demandez simplement l'autorisation de pouvoir en faire. Et évidemment, après, les choses sérieuses commencent, mais c'est une autre étape. Alors, pour vous résumer un petit peu la PACES, en un mot, enfin avec un petit schéma très simple, regardez, vous avez un petit bonhomme qui essaye de franchir tout simplement une barrière. Disons qu'il fait du saut à la perche. Ça, c'est la P1, tout simplement. Et il s'agit de franchir cette barrière qui est la P2. Tout simplement la PACES pour, la PACES pour justement arriver derrière en P2. Alors ici, vous allez tout simplement, je ne veux pas vous décourager dès maintenant, mais il faut le savoir, vous allez souffrir, entre guillemets. Vous allez beaucoup travailler, vous allez manquer de sommeil, vous allez faire une croix sur pas mal d'activités, vous allez faire une croix sur pas mal de distractions. Mais il faut vous dire que une fois que vous avez franchi la barrière, derrière, vous allez trouver un énorme lit qui s'appelle la P2 et sur lequel vous pourrez vous prélasser. Mais pour y arriver, il faut évidemment un sacré boulot. Et quand je dis un sacré boulot, c'est vraiment un sacré boulot, quoi. Alors, il faut savoir qu'après, une fois que vous êtes en P2, vous allez vraiment commencer à sentir les choses telles que vous les imaginiez auparavant, hein, faire des études de médecine. Et à partir de là, vous serez vraiment dans votre élément. Il n'y a plus d'épée de Damoclès, il y a juste du travail à faire. La suite, d'année en année, évidemment, ça se traduit par une accumulation d'un certain nombre de connaissances et qui vont être sanctionnées évidemment par l'ECN, les épreuves classantes nationales, qui vont vous permettre de choisir tout simplement la spécialité que vous voulez, si vous voulez être médecin généraliste ou cardiologue ou chirurgien. Ça suppose évidemment un certain nombre d'années d'études derrière. Voilà, les différentes étapes, donc à partir de la première année jusqu'à la fin, mais pour l'instant, on va s'intéresser de plus près à la première année. Alors, il faut savoir qu'il y a une réforme qui a été faite il y a 5 ans, mais elle est modifiée. Tous les ans, en fait, il y a des petites choses qui viennent s'ajouter pour essayer d'améliorer les choses et de faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts, parce qu'il y a quand même 80% de personnes qui ne sont pas admises à faire des études de médecine, et il faut prévoir ça à l'avance, hein, pour vous, évidemment, pour ne pas perdre votre année ou vos 2 années, si vous êtes vraiment intéressé et que vous tentez le coup sur 2 fois. Pardon. Et par la suite, évidemment, trouver des passerelles qui correspondent un peu quand même à ce que vous voulez faire. Voyons voir les matières qui sont étudiées en première année. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de la physique, il y a de la biophysique, de la chimie, de la biochimie, des biostatistiques pour les amateurs de mathématiques, mais en physique, il y a beaucoup de maths. Après, cela dépend évidemment des universités. Si vous allez sur P5, Paris 5, Université René Descartes, vous avez évidemment beaucoup de physique avec beaucoup de maths derrière. Si vous allez à Paris 12, Créteil, là, les choses sont un peu plus abordables pour ceux qui n'aiment pas trop en fait les maths et la physique. Il y a un module du E3, c'est ce qui correspond en fait tout simplement à la physique et la biophysique, mais c'est un module qui est complètement, je dirais même radicalement différent de ce qui se fait à Paris 5. Après, il y a une modulation qui se fait, disons, du plus simple au plus compliqué selon les différentes facs parisiennes. Alors, vous avez aussi de la biologie. Alors, le but du jeu, c'est quand même ça. L'anatomie, encore plus, de la physiologie, l'initiation à la connaissance du médicament, des sciences sociales et humaines. Et tout ça se répartit en fait sur le premier et le deuxième semestre. Alors, vous voyez à côté, évidemment, les
le nombre d'années que vous devez faire, évidemment, selon la destination, hein, selon le choix que vous voulez. Par exemple, si vous êtes désireux de devenir médecin généraliste, vous avez à peu près 9 années d'études. Et selon la spécialité, ça peut aller jusqu'à 11 ans. Pour les chirurgiens, c'est pareil, c'est entre 9 et 11. Pour les pharmaciens, c'est 6 ans pour exercer en officine. Et si vous faites de la recherche, ça va jusqu'à 9 ans. Pour l'odontologie, hein, donc pour devenir dentiste, c'est de 6 à 8, selon. Pour les sages-femmes, ou ce qu'on appelle autrement la maïeutique, c'est 5 années. Et il faut savoir aussi que toutes les professions de santé passent maintenant par la PACES, même s'il subsiste des écoles qui forment des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, etc., etc. Mais la tendance actuelle, justement, c'est de regrouper tout et de tout faire passer par la PACES. Déjà au niveau du concours et par la suite au niveau des écoles. Ce qui est pas plus mal parce que les études, évidemment, dans le domaine paramédical sont un peu chères, alors qu'à l'université, évidemment, c'est nettement moins cher. Donc l'idée, c'est de faire passer toutes ces formations au niveau universitaire, tout au moins sur certaines facs, hein. C'est déjà fait pour certaines, et une généralisation possible. Ça, c'est à voir par la suite. Voilà, donc pour les différentes formations. Alors, pour les matières, comme je le disais au début, s'il y a des matières que vous n'aimez pas, il ne faudra pas, surtout, mettre ça de côté et vous dire, je vais me rattraper sur le reste. Parce que le reste, qui va vous sembler plus facile, ce qu'on appelle communément les matières par cœur, bah, tout le monde va s'y mettre, tout le monde va être au même niveau, tout le monde va tâcher d'apprendre par cœur ces parties-là et d'avoir la meilleure note possible. Donc la différence, elle se fait à quel niveau? Tout simplement au niveau des matières scientifiques, ce qu'on appelle les sciences dures. Elles ne sont pas si dures que cela, puisqu'il y a des gens qui y arrivent, mais bon, certaines personnes moins que d'autres. Il faut voir les choses comme ça. Donc du travail et du travail. Alors, on va parler de tout ça, évidemment, au cours de ce chat. Et je vous donnerai quelques méthodes pour essayer d'être dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous savez que le numerus clausus, c'est au niveau national, mais actuellement, il y a une étude qui est faite, et voire même certaines modifications apportées sur des régions, pour modifier le numerus clausus, non pas au niveau national, mais au niveau régional. Tout simplement parce qu'il y a des déserts médicaux que l'État essaye d'éviter. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans certaines régions, du coup, il y a beaucoup moins de médecins, et donc évidemment, la population est un petit peu pénalisée. Donc il y a des augmentations, comme par exemple pour cette année, il y a une augmentation de 11% du numerus clausus, mais répartie sur 22 facultés pour cette année. Donc il y a certaines universités qui n'ont pas eu d'augmentation du tout. Alors évidemment, ces augmentations se font selon les spécialités. Quand je dis spécialité, selon les domaines, disons médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, etc. Et il y a certaines universités cette année qui n'ont eu absolument aucune augmentation du numerus clausus. Alors, ce sera un choix déterminant par la suite, les histoires de passerelles, parce que vous allez passer une année, je l'espère pour vous, et l'avoir du premier coup, ou alors 2 années, vous avez 2 chances, donc autant les exploiter. Et à ce niveau-là, il faudra vous assurer au moment où vous allez faire le choix de votre université qu'il y a possibilité de passer sur autre chose, donc de voir si l'université offre des passerelles qui vous intéressent. Ne choisissez pas l'université comme ça sur un coup de tête, prenez un certain nombre de paramètres dont on parlera tout à l'heure et considérez tous ces paramètres pour faire votre choix. Alors d'abord, ça va vous permettre peut-être, avec un petit peu de chance, d'avoir votre premier choix au niveau d'APB, on en parlera par la suite, mais surtout d'assurer vos arrières. C'est-à-dire que si vous échouez au bout de 2 ans et que vous vous retrouvez sur le carreau sans possibilité de faire quelque chose qui s'approche un petit peu de ce que vous vouliez faire au départ, là, c'est vraiment 2 années qui sont sanctionnées par un échec, tout simplement. Et c'est franchement pas réjouissant pour la personne qui le vit. Alors, autre point à savoir, au niveau des réformes en cours, c'est que les étudiants, on appelle ça d'ailleurs les élèves, contrairement à ceux qui sont à l'université, c'est un petit peu idiot, mais c'est comme ça, les étudiants, donc les élèves des écoles paramédicales, n'avaient pas du tout les mêmes droits que les étudiants à l'université.
Donc la tendance actuelle, c'est de leur donner exactement les mêmes droits, c'est-à-dire avoir droit aux CROUS, aux bourses, à l'aide au logement, etc., etc. Donc c'est une bonne chose, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pénalise ces étudiants-là. Et dans la mesure du possible, selon... donc dans la mesure du possible, l'État fait en sorte qu'il y ait une harmonisation des droits. Et ce sera évidemment quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Alors, autre chose, vous allez exercer un métier. Là, je répondrai à une question qui m'est posée là, dans un petit moment. Vous allez vous lancer dans une formation qui va vous apprendre un métier. Et vous allez, une fois que vous serez formé, côtoyer des gens qui ont un autre métier, toujours dans le domaine de la santé, mais vous ne saurez pas exactement par quel biais ils sont passés, quels sont disons les cours qu'ils ont eus, etc. Donc, il y a une petite réforme qui se prépare pour essayer de mutualiser les cours, de voir en fait au niveau de chaque profession ce qui va se passer dans l'autre. Par exemple, si vous êtes médecin, comment est formée une infirmière ou un infirmier. Si vous êtes dentiste, comment est formé tout simplement un pharmacien, etc. Donc, il y a une certaine interaction entre ces personnes, évidemment, forcément au niveau de l'exercice du métier. Et c'est bien de le savoir dès le départ, en fait, hein, quels sont les cursus qui ont été suivis. Alors, il y a aussi, au niveau de la réforme, et je termine là-dessus, la possibilité, d'intégrer les formations paramédicales. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, soit donc directement, enfin en passant par la PACES bien entendu, et en allant dans certaines écoles, et il y a certaines universités qui offrent certaines formations là-dessus. Alors il y a Ryan qui me pose une question, quelles sont les facultés qui n'ont pas assez d'étudiants? Alors il y en a certaines qui sont moins dotées que d'autres. Par exemple, si on prend Paris 5, il y a à peu près en moyenne 2500 étudiants tous les ans. Et si on va du côté de Versailles-Saint-Quentin, il y en a à peu près 1000. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez plus de facilité pour l'avoir. Ce n'est pas du tout ça, puisqu'il s'agit tout simplement d'un concours. Donc c'est un pourcentage et un numerus clausus. Celui de Saint-Quentin en Yvelines, donc l'université de Versailles, n'est pas du tout le même que celui de Paris 5, l'université René Descartes. Donc le problème ne doit pas se poser en ces termes. Et il faut savoir aussi, de toute manière, qu'une fois que vous aurez fait vos choix sur APB, les universités essayent de faire en sorte qu'il y ait à peu près le même nombre. Ce n'est pas tout à fait le même nombre, mais une répartition assez homogène, même si certaines ont un nombre quand même assez faible, disons assez différent de certaines autres universités. Voilà, je pense avoir répondu à votre question, mais il n'y en a pas. Dans l'absolu, en fait, il n'y a pas d'université qui a un nombre d'étudiants insuffisant. Hein, c'est toujours complet, entre guillemets, mais il y en a d'autres qui ont plus que d'autres. Voilà, c'est la règle qu'il faut avoir en tête, en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. J'attends la suite s'il y en a éventuellement. Alors, maintenant, quelle faculté choisir? C'est la grande question. En fait, il n'y a pas de faculté, il n'y a pas d'université facile ou difficile. Je peux dire même qu'elles sont toutes difficiles ou elles sont toutes faciles. Parce que tout simplement, c'est un concours. Et le profil des étudiants en fait, que l'on retrouve dans telle ou telle université est un profil bien défini. Par exemple, si on prend l'université de Paris 5, il est évident que les étudiants qui ont fait ce choix, et il y en a évidemment un certain nombre qui ne l'ont pas fait, mais qui s'y retrouvent, malheureusement. Donc, parlons de ceux qui ont fait ce choix, ils sont forcément portés sur les sciences dures. Ils aiment bien la physique, ils aiment bien la chimie, donc ils vont forcément se débrouiller très bien là-dessus. Et à ce niveau-là, la concurrence va se faire sur ces matières. Le reste, bien entendu, tout ce qui est par cœur, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est abordable, on va dire, pour tout le monde. Si on prend une université comme Paris 12, donc Créteil, ou Paris 13, Bobigny, les sciences ne sont pas abordées du tout, mais alors pas du tout de la même façon. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement que vous allez vous retrouver avec des étudiants qui ont exactement le même profil que vous.
Donc, les sciences, pour eux, ce n'est pas quelque chose de fondamental. Donc, la difficulté, j'ai envie de dire, c'est exactement la même, parce que vos concurrents sont exactement comme vous. Par contre, si effectivement vous n'êtes pas bon en sciences et que vous vous retrouvez tout simplement à Paris 5 ou à Paris 11, qui est une faculté où les sciences sont bien d'un bon niveau, ben là, effectivement, là, vous allez être un petit peu en porte-à-faux. Mais dans l'absolu, une fois que vous avez choisi votre université, en faisant évidemment, en vous basant sur les bons critères pour qu'elle corresponde vraiment à votre profil, là, je dirais que les chances sont les mêmes à peu près pour tout le monde. Il y aura toujours évidemment le major qui sera au-dessus du lot, mais c'est le principe. Quand il y a un classement, il y a toujours quelqu'un, une bonne dizaine, une bonne vingtaine de personnes qui sont susceptibles d'arriver tout à fait au sommet. Mais c'est jouable pour tout le monde parce que le profil université correspond tout simplement au vôtre. Voilà, ça c'est un point très important quand vous allez choisir votre université. Alors, quelques infos par rapport aux différentes universités parisiennes. Si on prend par exemple Paris 5, je peux dire, pour y exercer évidemment, tout simplement que la physique, la chimie et la biologie sont de très haut niveau. Et tout se joue au premier semestre. Et entre la physique, la chimie et la biologie, si vous arrivez, par exemple, à maîtriser la physique, à bien comprendre et à vous positionner correctement à ce niveau-là, vous êtes sûr d'être dans le bon paquet de départ, quoi. Si on prend Paris 6 et Paris 7, il y a un bon équilibre entre les matières scientifiques, ce qu'on appelle les sciences dures, mais elles ne sont pas si dures que ça, c'est juste une question d'envie ou pas, tout simplement, on aime ou on n'aime pas, et les matières dites par cœur. Et la répartition est assez homogène, les coefficients également, donc c'est jouable. Pour quelqu'un qui a un niveau correct au niveau des sciences, il peut très bien se débrouiller dans cette université. Si on prend par exemple Paris 11, disons que Créteil, pardon, pas Créteil, mais plutôt l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, là, à ce niveau, vous avez un bon niveau scientifique. C'est-à-dire que l'approche de la physique et de la chimie est un peu plus délicate qu'à Paris 6 et à Paris 7. Les autres matières, comme je vous le disais, elles sont abordables, disons, moyennant travail, bien entendu. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et de se dire c'est des matières par cœur et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc, moyennant travail, c'est tout à fait abordable. Quant à Paris 12 et Paris 13, donc Créteil et Bobigny, à ce niveau, c'est pas très compliqué. Les matières scientifiques, elles n'ont de scientifique en fait que le nom, sans aucun aspect péjoratif par rapport à ces facs, évidemment. C'est juste qu'elles ont été créées spécialement pour un profil d'étudiant qui a envie de devenir médecin. Et un médecin, il faut le savoir, ce n'est pas un physicien, ce n'est pas un chimiste, c'est tout simplement quelqu'un qui va s'occuper de la santé d'autres personnes. Et donc, la physique et la chimie, ce n'est pas forcément son cœur de métier. Mais c'est indispensable pour la sélection. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il y a d'autres pays, évidemment, vous savez, où il n'y a pas de concours. Et pourtant, ça forme de très, très bons médecins. Donc, pour revenir à Paris 12 et Paris 13, ce n'est pas très compliqué. Les matières physique, chimie, biostat sont très abordables. Disons que, en fait, pour l'UE3, qui correspond à la physique, ça n'a rien à voir vraiment avec la physique qui est faite à Paris 5 ou à Paris 6 ou à Paris 7 et à Paris 11. Mais tous les gens qui y sont du même niveau. Donc, ça peut paraître un petit peu difficile, mais ça ne l'est pas, puisque vos concurrents sont exactement au même niveau que vous et ont la même appréhension vis-à-vis de la physique ou vis-à-vis de la chimie. Donc, une fois que vous êtes dans cette faculté-là, il faudra adopter plutôt une méthode de travail qui correspond à cette université. Et les matières scientifiques, comme les matières par cœur, entre guillemets, vont se travailler de la même façon. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la faculté dans laquelle vous allez vous inscrire, mais vraiment quelle qu'elle soit, la seule règle qui compte, c'est tout simplement de travailler. La seule chose qui compte, c'est de travailler. Alors, à vous de définir, selon votre façon de faire, une méthode de travail. Mais une fois que vous l'avez trouvée, il faudra vous y tenir. Alors, je vais vous donner quelques conseils, évidemment, pour y arriver. Il faudra vous y tenir. Et à partir de là, tout simplement, comme je l'ai dit au début, mettre des œillères
ou vous mettre en pilote automatique et attendre tout simplement que les choses se passent. Ce que je veux dire par là, c'est que l'examen arrive et vous, évidemment, vous allez faire le nécessaire pour être au top le jour J. C'est-à-dire travailler régulièrement, ne rien laisser au hasard, prendre soin de vous, parce qu'il ne faudra pas arriver évidemment fatigué au concours. Non, on reviendra un petit peu sur ces différents points. Voilà, pour le choix de l'université, je pense que je vous ai donné assez d'informations. Quoi qu'il en soit, même si vous n'obtenez pas votre choix, on en parlait tout à l'heure par rapport à APB, vous allez faire un certain nombre de choix avec des priorités. Et si vous n'obtenez pas évidemment vos vœux dans l'ordre souhaité, il est possible que vous finissiez dans une université qui ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à votre profil. Deux choses s'offrent à vous. Ou alors, vous fermez les yeux et vous vous dites, j'y suis, j'ai envie de devenir médecin et je vais mettre le paquet, même si ce n'est pas tout à fait mon profil. Vous y allez, vous foncez, vous travaillez, plus que les autres, parce que vous avez un handicap. Vous avez quelque chose à rattraper par rapport aux autres qui ont justement le bon profil pour cette université. Ou alors, c'est vraiment pas pour vous décourager, mais si vous sentez que les choses vont être très difficiles pour vous, mais vraiment très difficiles, essayez de revoir un petit peu les choses et de vous réorienter dès le départ plutôt que de perdre votre temps. J'ai eu dans ma carrière à faire face à des situations de ce type-là. Des étudiants qui étaient là un peu par dépit, parce qu'ils avaient fait d'autres choix, et malheureusement, ils se sont retrouvés dans des universités qui ne correspondaient pas du tout, mais pas du tout à leur profil. Ils ont perdu tout simplement 2 années. Mais, à côté de ça, j'ai eu, une fois, quelque chose d'extraordinaire, une étudiante qui avait eu un bac lettres, mais qui ne connaissait strictement rien à la physique, aux maths, à la chimie, etc. C'était tout simplement à Pifo, université Paris-Ouest, à l'époque où c'était au Saint-Père, encore avant qu'il ne déménage du côté de Saint-Quentin. Cette étudiante s'est ramassée, comme ce n'est pas permis, la première année, et à l'époque, il n'y avait pas de note éliminatoire, c'était une chance. Elle voulait vraiment devenir médecin. La deuxième année, elle s'est accrochée, elle ne l'a pas eu, et je vous assure, ce n'est pas une blague, la troisième année, elle a tout simplement majoré. Voilà. C'est simplement pour vous dire qu'il y a avant tout l'envie. L'envie, c'est ça le principal. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, la manière dont vous allez procéder pour y arriver, qui compte, tout simplement. Et cela, évidemment, c'est de l'huile de coude, c'est-à-dire du travail et du travail. Voilà, grosso modo. Donc, 2 possibilités une fois que vous avez votre université. Soit vous correspondez au profil de l'université, et c'est tant mieux, donc vous allez être au même niveau que les autres, peut-être un petit peu différent des autres, il y a forcément une différence entre les étudiants, mais vous êtes dans le paquet, vous êtes dans le profil. Ou alors, vous êtes radicalement différent, auquel cas, il faudra vraiment réfléchir à la suite, si vous ne voulez pas perdre votre temps. Quoi qu'il en soit, on va parler des choix à faire, des priorités à donner, en fait, quand vous allez tout simplement remplir vos vœux sur APB. Je regarde s'il y a une question, mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est de savoir ce que vous voulez réellement. Donc, il faudra définir vos priorités et ne pas changer comme ça au fil des jours, tout simplement. Donc, il y a une chose qui est appréciée aussi bien par APB que par vous-même, et ce sera le cas parce que vous allez vous rendre compte, en fait, pendant l'année de PACES, que le temps, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Alors, quand je parle de proximité, il s'agit en fait de minimiser tout simplement le trajet. Choisissez, évidemment avec d'autres paramètres, la proximité. C'est-à-dire que si vous devez passer 2 heures, voire 2h30, voire 3 heures de transport dans la journée pour aller suivre vos cours et ensuite revenir chez vous, là, c'est beaucoup de temps de perdu, parce que vous allez vous rendre compte à un moment du semestre, à un moment donné, pendant le semestre, que le temps, c'est très, très précieux. Donc, c'est beaucoup de temps perdu, et en plus, ça engendre évidemment de la fatigue. Donc, il est évident que vous serez déjà défavorisé par rapport à quelqu'un qui n'est pas très loin de son université, qui ne consacre pas beaucoup de temps au transport,
et qui justement, ce temps-là que vous consacrez au transport, bah, lui, il le consacre tout simplement au travail. Ou même, pas forcément le travail, juste le temps de respirer, de se distraire, de décompresser un petit peu dans la journée, alors que vous allez évidemment passer votre temps dans les transports. Donc ça, c'est un point très très important. Il faut savoir aussi que APB, si vous voulez vraiment favoriser votre vœu, faire en sorte que le premier vœu soit obtenu, voire le deuxième, bah, APB favorise tout simplement les étudiants qui postulent dans leur académie d'origine. Ça facilite les choses, vous avez plus de chances d'obtenir votre vœu. Alors, il n'est pas dit que vous l'obteniez, hein, c'est pas certain, mais en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté. Après, il y a un autre paramètre dont il faut tenir compte. Vous voulez devenir médecin et faire une spécialité par la suite, ou est-ce que vous voulez devenir odonto, c'est-à-dire odontologue, donc dentiste, pharmacien ou autre? Tout simplement parce que quand vous allez faire médecine, vous allez rester dans la même fac jusqu'à l'ECN, jusqu'aux épreuves classantes nationales, ce qu'on appelait avant en fait tout simplement le concours de l'internat. Et après le concours d'internat, vous allez choisir une spécialité. Et là, vous pouvez vous retrouver évidemment dans une autre ville, une autre université, etc. Mais pendant la formation, donc pour devenir tout simplement médecin et accéder aux ECN, vous allez rester dans la même fac. Donc choisissez dès le départ, selon vos envies, évidemment, selon vos centres d'intérêt, etc., l'université qui correspond à ce besoin. Si vous êtes en odonto et que vous voulez faire en fait dentiste tout simplement ou pharmacien, là, il est évident que vous allez changer d'université. Donc, le trajet, tout ça, ça n'est pas forcément quelque chose de très important. Vous voyez qu'il faut trouver quand même un compromis hein, entre différents paramètres, non seulement pour APB, mais aussi pour vous-même par la suite. C'est très important. Sachant que vous allez changer d'université parce que vous allez faire tout simplement pharmacie ou odontologie, donc la priorité sera peut-être donnée à cette université-là et pas forcément à la première où vous allez faire votre PACES. Alors il y a aussi l'environnement psychologique et matériel. Alors tout à l'heure j'ai parlé hein, des prédispositions pour les matières, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Hein, je vous ai parlé un petit peu des sciences, des matières par cœur. Ça dépend de chaque personne. Donc je me suis longuement étendu là-dessus, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Par contre, pour l'environnement psychologique et matériel, qu'est-ce que j'entends par là? Vous sortez du lycée. Vous avez eu l'habitude, en étant au lycée, de tout simplement être dans un cocon. Hein, vous avez votre famille, vous avez vos amis, tout ça se trouve dans le même lieu et ça participe à votre équilibre. Hein, de manière générale. Alors, si vous changez radicalement de milieu, il est possible que le fait de ne pas vous retrouver dans votre cocon familial, dans votre milieu habituel, avec vos amis, vos activités habituelles, il est possible que ça vous perturbe et que ça ait des conséquences tout simplement sur votre PACES, sur votre année. Donc ça, c'est également un paramètre à prendre en compte. Et ça dépend de la personne. Personne ne vous donnera de conseils à ce niveau. C'est vous-même qui voyez. Si vous avez besoin toujours d'être évidemment entouré, d'être pris en charge, ou est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour vous retrouver dans une chambre universitaire et vivre votre vie tout seul. Il est évident que quelqu'un qui est dans son cocon familial et à qui on fait à manger, qui ne s'occupe pas évidemment de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est cuisine, etc., etc., va forcément avoir plus de temps à consacrer à ses études que quelqu'un qui va se retrouver dans une chambre universitaire et qui va devoir s'occuper de son linge, le laver, de faire de sa bouffe, entre guillemets, hein, pour parler de manière, disons, commune. Tout ça, ça prend évidemment, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et le dernier point à prendre en compte, évidemment, c'est les passerelles. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est très, très important. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, pour les passerelles. Il faut vous assurer, quand vous allez faire votre choix, tout simplement, prendre en compte ce paramètre. Regardez quelles sont les passerelles offertes par les différentes universités. Est-ce qu'elles correspondent tout simplement à ce que vous avez envie de faire si jamais
vous ne réussissez pas votre PACES ou pas. Alors, n'allez pas dans une université, par exemple, qui me propose comme possibilité qu'une licence de chinois. Et ça arrive, hein. C'est pas du tout une blague, c'est quelque chose qui existe. Donc, à vous de faire le bon choix hein, dès le départ, en tenant compte de ces différents paramètres. Alors, évidemment, rien ne dit que si vous respectez absolument tout ce que je viens de dire, vous allez forcément avoir votre premier vœu. N'oubliez pas qu'il y a un algorithme au niveau de l'APB, c'est-à-dire que les gens font leur choix, classent leurs vœux selon leur ordre de préférence, évidemment de priorité. Mais après, quand il y a un certain nombre d'étudiants qui demandent la même chose, bah, c'est l'algorithme qui rentre en jeu et il y a des choses qui peuvent être surprenantes, évidemment, au niveau des résultats. Alors, Zindine me demande quel ouvrage nous conseillez-vous? Mais à quel niveau? Dans quelle matière? En fait, vous ne trouverez jamais, pour la PACES, d'ouvrage spécifiquement dédié à une université. Alors, il y a plusieurs UE, ce qu'on appelle une unité d'enseignement, donc il y a l'UE1, qui englobe la chimie et la biochimie, il y a l'UE2, c'est la biologie, l'embryologie et l'histologie, il y a l'UE3, physique, biophysique. Donc, quand vous allez aller en librairie, vous allez trouver des bouquins sur ces UE, mais pas de bouquins spécial P5, spécial P6, spécial P7, etc. Même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Pour P6, par exemple, il y a un éditeur qui est à côté de l'université de Paris 6 qui reprend un petit peu ce qui se fait à l'université elle-même et qui propose des choses spécifiques. Paris 5, dans une seule matière, hein, au niveau de la physique et de la biophysique, propose justement un ouvrage propre à cette université. Mais globalement, si on raisonne sur la région parisienne ou tout simplement au niveau de toute la France, il n'y a pas d'ouvrage spécifique à telle ou telle université. Donc en plus, vous conseillez un ouvrage maintenant, ça n'a pas de sens dans la mesure où vous ne savez pas du tout dans quelle université vous allez atterrir. Je peux vous conseiller un ouvrage de physique ou de biologie ou autre, mais si vous n'atterrissez pas dans une université qui tient compte du contenu par rapport aussi bien au contenu lui-même qu'au niveau justement de difficulté, ça ne sert strictement à rien. En fait, je vous parlerai un petit peu à la fin de la manière de travailler en étant sûr de cibler, hein, et d'avoir des ressources parfaitement ciblées. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais très honnêtement, je ne peux pas vous donner d'ouvrage comme ça directement. Je peux vous faire une liste, mais elle ne correspondrait pas du tout à ce que vous attendez forcément, parce que vous ne savez pas déjà dans quelle université vous allez atterrir. Attendez de voir dans quelle université, et là, vous pourrez commencer à raisonner là-dessus, c'est-à-dire à essayer de voir quels sont les ouvrages les plus adaptés. Pour certains, évidemment, ce sera vraiment le cas, et pour d'autres, il faudra travailler sur des ouvrages un peu plus généraux, et de puiser tout simplement dedans les éléments nécessaires à votre préparation, à votre concours qui est spécifique. Il faut vous dire aussi, évidemment, que chaque concours est différent. Vous avez les mêmes UE, UE1, UE2, UE3, etc. Mais quand on regarde le contenu, par exemple, de l'UE3 de Paris 5, ça n'a, mais alors, strictement rien à voir avec le contenu de l'UE3 de Paris 12 ou Paris 13. Donc, vous conseillez d'acheter un ouvrage du UE3, alors que l'université, vous ne savez pas du tout hein, à quelle sauce, par rapport à l'université, en fait, vous allez être mangé. Ce serait un petit peu inutile pour l'instant. Attendez de savoir dans quelle université vous allez être. J'espère avoir répondu à votre question. Et on va passer à la phase suivante. Les méthodes de travail. C'est la clé, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu l'université qui correspond à votre profil, que vous avez fait en sorte de ne pas être très très loin de votre université. Bon, tout ça, c'est des paramètres que certains vont avoir et d'autres pas. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Il y a beaucoup de candidats pour très très peu de places. Donc des fois, on retrouve des personnes qui n'ont pas du tout obtenu leur premier choix, ni leur deuxième choix, voire même leur troisième choix. Il y a une chose qui est essentielle quand on prépare un concours, c'est de se dire évidemment qu'on a des concurrents qui sont comme nous. Alors, il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, mais si par chance vous avez le même profil, vous avez toutes les chances d'y arriver. Il n'y a absolument aucune raison. Mais il faut respecter un certain nombre de règles
C'est tout simple. Vous n'êtes pas là pour faire de la poésie. Vous n'êtes pas là pour tout simplement faire du théâtre. Hein, vous n'êtes pas au cours Florent, tout bêtement. Vous êtes là pour restituer un certain nombre de connaissances le jour J. C'est aussi simple que ça. Je dis que c'est aussi simple, mais en fait, ça demande beaucoup de travail derrière. Ce qui veut dire que le jour J, on ne va pas vous demander de réciter quelque chose. On va vous demander de résoudre des problèmes pour certaines UE et pour d'autres, de répondre à certaines questions. Ce qui veut dire, c'est un préalable à tout, comprendre avant d'apprendre. Même si vous êtes adepte du par cœur, même si vous êtes en train de travailler des matières par cœur, certaines nécessitent quand même qu'on comprenne avant d'apprendre. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de la poésie. Même si la poésie, évidemment, on la perçoit de manière subjective, et il y a certaines choses qu'on comprend et d'autres pas, là, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, en particulier dans les matières scientifiques. Vous n'allez pas vous amuser à apprendre des formules, même s'il faut les connaître. Il faut tout simplement savoir les utiliser. Savoir les utiliser, ça veut dire quoi, concrètement? Savoir ce qu'il y a derrière chaque terme qui définit cette formule. Qu'est-ce qu'il y a derrière? À quoi ça correspond? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette formule? Et à quoi sert-elle? Si vous arrivez à comprendre ces choses-là, vous pourrez résoudre des exercices. Vous pourrez tout simplement aborder des problèmes. Alors, je reviendrai là-dessus. En attendant, je vais répondre à une question posée par Lisa. Bonjour Lisa. Est-ce qu'il y a une chance d'être affecté à une autre faculté que celle de notre secteur? Ça arrive, malheureusement. Ça arrive. Il y a des gens qui se retrouvent dans des universités qui ne sont pas du tout de leur secteur. Hélas, ces personnes-là vont se taper quand même pas mal de transport. C'est comme ça, mais ça existe. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Après, c'est à vous, évidemment, si vous êtes dans l'académie où vous avez passé votre bac, vous avez plus de chances d'être dans votre secteur. Mais j'ai déjà rencontré des étudiants qui se sont retrouvés à Paris alors qu'ils habitent à Marne-la-Vallée, ce qui n'est pas du tout le même secteur. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je reviens donc aux méthodes de travail en attendant la question suivante. Comprendre avant d'apprendre, c'est vraiment primordial. Alors, si, par exemple, vous pensez avoir travaillé un chapitre et l'avoir compris, donc la meilleure façon de le vérifier, c'est de commencer par exemple à faire des exercices. Faire des exercices, ça veut dire savoir résoudre les questions qui vous sont posées. Donc vous avez un problème qui est posé et il s'agit de le solutionner. Parfait. Vous abordez votre exercice, vous y arrivez, c'est nickel, comme dirait l'autre. C'est parfait, tout simplement parce que vous avez compris votre cours. Si maintenant vous abordez l'exercice et que vous n'y arrivez pas, vous abordez un exercice du même chapitre et que vous n'y arrivez pas. Et comme ça, sur 2-3 exos, il ne faut pas aller plus loin. Il faut tout simplement vous poser une question. Est-ce que j'ai compris mon cours? Moi, je dirais non, tout simplement. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à aborder les exercices d'un chapitre, c'est que votre cours n'est tout simplement pas compris. Donc, il faut revenir tout simplement en arrière. Essayez d'abord de comprendre avant de résoudre vos exercices. Alors, il y a une autre question qui me posait par Lilith. Après un bac ES, médecine est-il envisageable? Très honnêtement, c'est difficile. Mais j'ai vu, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, une étudiante qui a fait des lettres et qui a fini au bout de 3 ans par l'avoir. Alors, il faut savoir qu'il y a des prépas un petit peu particulières avant d'aborder l'année de PACES. C'est ce qu'on appelle une prépa 0, c'est-à-dire une prépa de remise à niveau. Donc, qui vous met un petit peu sur les rails. Et pendant cette période-là, évidemment, vous n'êtes pas inscrit ou inscrite à l'université pour ne pas perdre votre chance, évidemment, parce que vous n'en avez que 2. Donc, vous préparez une année 0. Donc, vous allez faire les matières qui sont enseignées dans telle ou telle fac. Alors, comme en général, vous ne savez pas trop dans quelle université vous êtes affecté, donc ces prépas-là touchent à peu près à tout. Et si vous la travaillez correctement, si vraiment vous vous investissez, vous pouvez vous remettre à niveau. Vous pouvez avoir un bon niveau à la fin de cette année
et aborder l'année de PACES dans à peu près les mêmes conditions que les autres, tout simplement. Donc c'est une possibilité, mais ça demande évidemment beaucoup de travail. Déjà, un investissement considérable en année P0, hein, donc en PACES 0. Et puis après, évidemment, faudra travailler un peu plus que les autres parce qu'il y a pas mal de lacunes, certes, qui vont être comblées pendant l'année de prépa 0, mais il faut savoir quand même que ça demande beaucoup plus de travail. Malheureusement, ceux qui réussissent en PACES, ce sont les personnes qui sont passées par un bac S. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est juste une question d'envie et d'objectif. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Après le premier commentaire que j'ai fait sur comprendre avant d'apprendre, il y en a un deuxième, tout simplement, c'est ne faire strictement, mais alors strictement aucune impasse. Vous savez qu'au niveau du classement, ça se joue parfois à 1/10 de point. C'est-à-dire que vous pouvez louper tout simplement le concours à 1/10 de point. Et 1/10 de point, c'est quoi? C'est tout simplement peut-être 1, 2, 3 questions que vous n'avez pas pu traiter le jour J. Et 1, 2, 3 questions non traitées, ça veut dire que vous avez fait l'impasse sur quelque chose. Peut-être un chapitre, peut-être un petit bout de chapitre, tout simplement. Donc, concrètement, et pour être efficace et pour ne pas justement jouer votre place à 1/10 en exagérant, mais vraiment pas pour la jouer à 1/10 près, ne faites absolument aucune impasse. Alors, je reviens sur ce point-là tout à l'heure, je vais revenir sur ce point-là parce qu'il y a une question qui est posée par Myriam. Bonjour Myriam. Alors, pourriez-vous nous indiquer une journée type d'étudiant avec les horaires de travail adéquats? Alors, ça, c'est pas très, très facile à dire dans l'immédiat parce que ça dépend évidemment de votre université, de ce que vous avez à faire comme matière et comme travail. Vous savez qu'il y a certaines universités où il y a 5 matières au premier semestre, il y en a d'autres où il y en a 4 et une autre, comme Paris 5, où il y en a simplement 3. Et après, ça dépend des matières. Si c'est par exemple des matières par cœur, vous pouvez exploiter tout le temps d'une journée à n'importe quelle plage horaire de la journée, dès lors que vous êtes libre, évidemment, que vous en avez la possibilité, pour travailler une matière. Si c'est des matières scientifiques, il est évident que vous devez évidemment être à votre bureau pour pouvoir travailler correctement. Donc l'approche n'est pas tout à fait la même. Et en fait, j'ai envie de vous dire tout simplement qu'à la limite, quelle que soit la matière, quoi qu'il arrive, vous allez passer une première moitié du semestre à vous mettre en place, même si je vous conseille de le faire dès le début. Une fois que vous aurez pris le rythme, après, vous ne devez plus vous poser de questions sur la manière de travailler, une fois que vous avez défini votre méthode, évidemment, mais simplement vous dire, je me lève le matin, je déjeune, je travaille, je déjeune, je travaille, je me couche, je me lève, je déjeune, je travaille, je me couche, etc. Bien entendu, pour que votre cerveau puisse respirer quand même, que votre organisme puisse se détendre de temps en temps, il faudra faire un planning, et ça dépend évidemment de votre personne, ça dépend de la manière dont vous fonctionnez, pour intégrer dedans des petits moments où vous pourrez souffler, où vous pourrez penser à autre chose, mais tout ça doit être parfaitement étudié dès le départ. Donc il y a des gens, par exemple, qui ont besoin de dormir beaucoup. Malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien, et si on ne dort pas, on n'est pas en forme. Donc ça ne sert à rien de veiller si vous passez la journée à bâiller. Donc il faudra déterminer votre journée de travail type en fonction des besoins que vous avez au niveau sommeil. Il faudra évidemment de temps en temps aller voir les copains, se distraire pour un petit peu oxygéner son cerveau. Il faudra faire un petit peu d'activité physique pour ne pas vous encrasser ni vous ankyloser. Hein. Donc tout ça, c'est des paramètres qui entrent en jeu. Et ça dépend du type de travail, en fait, du type d'université, hein, et le travail qu'on vous demande. Donc si c'est beaucoup de calculs, beaucoup de travail au bureau, il est évident que vous ne pourrez pas, évidemment, exploiter votre temps au niveau des transports. Maintenant, si vous deviez apprendre de l'anatomie, il est évident que vous pouvez le faire tout simplement dans le métro ou pendant les transports, de manière générale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En attendant la suivante qui est déjà arrivée, est-il préférable d'intégrer une prépa en même temps que la première année de médecine?
Très honnêtement, j'ai envie de vous dire oui. Alors, pas par intérêt ou quoi que ce soit, c'est simplement que la plupart des étudiants y sont, pour ne pas dire 100%. Donc, ne pas y être, c'est déjà un problème. Alors, être dans une prépa, c'est avoir un encadrement semestriel ou annuel, si vous faites toute l'année, qui va vous permettre justement d'être sur les rails. Être sur les rails, c'est indispensable si, par exemple, vous sortez du lycée et que vous n'aviez pas de méthode de travail, que vous n'aviez pas de volonté vraiment très soutenue, parce que préparer le bac, c'est pas tout à fait la même chose que préparer le concours, hein, ça vous devez le savoir dès maintenant, en fait. Dans ce cas-là, l'encadrement assuré par une prépa, c'est quelque chose de très, très important. Et à la limite, je vous dirais que même si vous pensez le contraire, il faudra quand même le faire parce que tout le monde va y être. Donc, il faut vous assurer que vous avez fait à peu près la même chose que tous les autres concurrents. Très, très important. Alors, en dehors, évidemment, de votre manière de travailler, il y a des choses qui peuvent être apportées tout simplement par la prépa. On en parlera un petit peu tout à l'heure, de manière un peu plus approfondie, sur quelle prépa choisir, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Mais en tout cas, ne serait-ce que par un seul critère, hein, que pour un seul critère, je vous conseille d'en prendre une. Alors, j'ai connu des gens qui ont réussi sans prépa, mais très honnêtement, ils étaient très, 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 très peu nombreux et ils étaient très, 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 très forts. C'est pas très compliqué. Donc, à partir du moment où ils sont très, très forts, ça veut dire qu'ils ont déjà leur méthode de travail, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent s'organiser. Donc, ils savent puiser tout simplement, trouver eux-mêmes les ressources nécessaires pour faire leur préparation. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mais dès lors que vous êtes un petit peu encore dans l'ambiance d'un lycée où vous êtes totalement pris en charge, là, ça risque de poser problème et l'encadrement d'une prépa devient nécessaire. Alors, une autre question de Lilith. Bonjour Lilith. Travailler en binôme peut-il aider? Et comment? Et comment? C'est même très, 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 très bien. Pour une raison très simple. D'abord, ça motive. Ça, c'est le point le plus important. Le fait de voir quelqu'un d'autre à côté travailler pour le même objectif, il y a une espèce d'émulation qui se met en place et on se dit, le concurrent, même si c'est un ami ou une amie, peu importe, ce concurrent-là est en train de travailler, moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Donc, ça motive. Tout en sachant évidemment que les autres sont censés travailler aussi, en principe. Mais il y a un deuxième paramètre dont il faut tenir compte pour ce point-là, c'est tout simplement que quand on travaille en binôme, mais si on s'entend bien évidemment, hein, il faut évidemment qu'il y ait une entente pour que ça fonctionne bien, il est possible que le matin même, vous ayez suivi tous les deux, ou toutes les deux, tout simplement le même cours, qu'il y a une personne, un étudiant qui a compris un certain nombre de choses, et pas d'autres, et que la deuxième personne ait compris justement ce que la première personne n'a pas compris. Donc là, le travail devient complémentaire, et ça devient très, très intéressant. Donc évidemment, il faut pouvoir travailler en binôme avec quelqu'un avec qui on s'entend très bien, avec qui les rapports sont très sympathiques. Hein, il ne faut pas qu'il y ait d'animosité, il ne faut pas qu'il y ait comment dire, pas de détestation, c'est pas du tout ça, mais il ne faut pas que le fait que ce soit un concours engendre des rapports tendus, hein, un peu d'égoïsme. Je ne vais pas donner telle information à telle personne parce que c'est un concurrent. Non. Il ne faut pas le voir comme ça. Si vous travaillez avec quelqu'un en binôme, ou voire même en trinôme, hein, ça n'est pas interdit, pour peu que le groupe soit vraiment bien fondé, avec une bonne cohésion, une bonne amitié entre les différents éléments. C'est quelque chose de très, très, très bénéfique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, primo, parce qu'il y a une émulation qui se met en place, et secondo, parce que tout simplement, ça devient un travail complémentaire. Ce que moi, je ne comprends pas, mon camarade ou ma camarade va me l'expliquer, et inversement. Alors évidemment, il faut rentrer dans un rapport très franc et très serviable. Il ne faut pas qu'il y ait d'égoïsme qui se mette en place. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Les 2 ou les 3 personnes, voire même les 4, ça n'est absolument pas interdit, pour peu qu'il y ait une même façon de travailler, la même envie d'y arriver.
bah, tout ça, ça peut tout simplement sommer les énergies et les synergies et faire en sorte qu'il en sorte quelque chose de très, très positif. Voilà pour votre question, Lily. Alors, je reviens donc à la manière de travailler. Je disais tout à l'heure qu'il faut absolument ne faire aucune impasse. Tout simplement parce que le chapitre que vous avez mis de côté, pas parce que vous n'aviez pas envie de le faire, mais parce que vous ne compreniez pas et que vous aviez la flemme tout simplement de poser les questions à des copains ou aux profs ou de chercher à approfondir en détail le chapitre en question. Bah, tout ça, ça peut vous coûter un point, un demi-point, un dixième de point et tout simplement une place. Vous savez que la pire des places le jour des résultats, c'est le premier recalé. Hein, imaginez qu'il y ait 2500 étudiants, candidats, qui est 400 places pour tout le monde. Le 400e, il a, on va dire, 15,01 et le 401e, il a 15 tout rond. Qui c'est qui passe? C'est le 15,01 et un centième de point, et ça, c'est terrible. C'est vraiment la place la plus pénible qui soit. Autant être dans les profondeurs. Si vous êtes au fond, bah, vous n'avez pas travaillé ou vous n'avez pas réussi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent mal et qui n'y arrivent pas. Ça peut arriver, évidemment. Mais si vous avez travaillé et que vous avez laissé juste passer, fait l'impasse sur quelque chose qui va vous coûter un dixième de point, voire un centième de point, là, vous allez le regretter amèrement. Troisième point, c'est l'entraînement. Alors, il y a la phase de compréhension. On essaie de comprendre son cours. Et la meilleure façon, en fait, d'intégrer un cours, de le digérer, c'est de ne pas laisser passer le temps entre le moment où vous avez eu votre cours en amphi et le moment où vous allez le prendre en main pour l'ingurgiter, pour le digérer. Il faut qu'il y ait le moins de temps possible entre ces deux instants. Pourquoi? Parce que si vous laissez trop de temps, tous les petits détails que vous avez entendus, même presque inconsciemment, lors du cours, bah, vous n'allez plus vous en rappeler, tout simplement. Vous ne verrez évidemment, au moment où vous allez prendre en main votre cours, que ce que vous avez noté, si vous avez la possibilité de noter. Et encore, il y a peut-être des points que vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc le fait de reprendre le cours, moi je donne un conseil très simple, rapidement. Et le mieux, c'est de traiter un cours dans la semaine où il a eu lieu. Si vous avez un cours le lundi et que vous avez la possibilité de le faire le soir même, faites-le. Si vous ne pouvez pas parce qu'il y a X raisons, faites-le le lendemain. Si vous ne pouvez pas le faire le lendemain, arrangez-vous pour organiser votre emploi du temps de telle sorte que ce cours soit pris, traité, ingurgité et bien digéré dans la semaine. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de matière. Et c'est là qu'intervient un élément primordial, tout simplement, l'organisation. Ça, c'est un facteur capital. Si vous n'êtes pas organisé, vous courez tout simplement à votre perte. À votre perte dans le sens où vous avez très peu de chances, évidemment, d'être classé. Donc l'organisation est un facteur assez important, on va dire même très important. Alors je disais tout à l'heure, s'entraîner, j'ai envie de le dire 100 fois. S'entraîner, ça veut dire quoi? Alors j'attends une question de Laurie qui n'est pas encore arrivée. Donc s'entraîner, ça veut tout simplement dire travailler. Vous allez me dire, c'est une banalité, mais pas du tout. Alors, je reviendrai sur ce point-là après avoir répondu à Laurie. Bonjour Laurie. Quels sont les avantages et les inconvénients de la PACES? Alors, en deux mots, l'avantage, c'est que si vous voulez devenir médecin, vous devez passer par là. Donc, c'est la possibilité pour vous d'exercer le métier de votre choix. Et les inconvénients, si je comprends bien le sens de votre question, parce que la PACES, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui est imposé. Les inconvénients, c'est qu'on risque d'y passer 2 ans et de ne pas arriver justement à l'objectif que l'on s'est fixé. Alors par contre, parler de la manière de procéder pour y arriver, ça c'est une autre question. Mais par rapport à la manière dont vous avez posé votre question, je ne peux vous donner que cette réponse. Quels sont les avantages et les inconvénients de la PACES? Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient en fait. Il y a un objectif, soit on y arrive et c'est tant mieux, soit on n'y arrive pas et malheureusement c'est tant pis. Donc soit vous gagnez... Ah, la PACES 0, je préfère.
Là, c'est déjà autre chose. La PACES 0, c'est tout à fait un autre domaine. C'est destiné à des personnes qui pensent ne pas avoir suivi le cursus nécessaire, en fait, au lycée. Hein, le bon cursus, donc maths, physique, chimie, etc. Et qui veulent tout simplement se remettre au niveau. Là, c'est une très bonne chose. Mais à condition de travailler cette année-là comme si vous deviez tout simplement passer le concours. D'ailleurs, les différentes prépas présentes sur Paris proposent une PACES 0 avec des méthodes plus ou moins différentes. Mais l'objectif final, c'est de vous donner un aspect général en fait de ce qui se fait en PACES réellement. Et donc, si vous voulez exploiter cette année-là de manière vraiment intéressante, c'est-à-dire que vous investissez totalement comme si vous deviez passer le concours et comme si ça devait être tout simplement votre unique chance, vous allez en tirer un bénéfice, mais vraiment, vraiment très, très intéressant. Si vous vous dites, je viens pour tester, pour voir, et puis on verra quand je serai inscrit en PACES à la fac, en première année vraiment à la fac, là je me mettrai à bosser, la PACES vous aura servi strictement à rien. Donc c'est vraiment une marche que vous pouvez utiliser. Hein, ça vous sert disons de marche intermédiaire qui va vous permettre d'accéder quand même à une PACES normale. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir complètement perdu avec des gens qui ont le bac approprié selon l'université évidemment dans laquelle vous vous trouvez. Donc je vous dirais qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors évidemment, les inconvénients, il n'y en a pas dans l'absolu, parce que c'est une année que vous avez choisi de faire pour vous mettre à niveau. Donc les inconvénients, vous ne pouvez que vous les créer vous-même, c'est-à-dire perdre une année si vous considérez que c'est là une année tout simplement que vous allez passer comme ça en dilettante, histoire de voir comment ça se passe. Voilà. Donc très bénéfique pour quelqu'un qui s'investit à fond au niveau de la PACES 0. Bonjour Adrien, considérez-vous que 30-40 minutes de trajet pour aller à la fac représente un temps de trajet trop important pour une PACES? Ça reste raisonnable. 40 minutes, honnêtement, ça reste raisonnable. Vraiment, grand maximum, 1 heure. Mais au-delà, ça devient un petit peu problématique parce qu'il y a le temps perdu, il y a la fatigue qui est générée par ce trajet. Et quotidiennement, comme ça, tout le long du semestre, et il faut savoir que, évidemment, au fur et à mesure que le semestre va avancer, il va y avoir un énorme problème, c'est l'accumulation de fatigue. Dites-vous bien que vous allez plus travailler vers la fin du semestre, parce que le concours approche, et qu'au début, c'est une évidence. Et évidemment, la fatigue s'accumulant, 1 heure de trajet, voire plus, ça devient problématique. Mais 30-40 minutes, ça reste vraiment raisonnable. Voilà pour votre question, Adrien. Donc, en attendant les questions suivantes, je vais revenir aux méthodes de travail. Donc, s'entraîner, 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 s'entraîner. Mais attention, il y a une façon de faire. Il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé. Il faut absolument que vous soyez en équilibre, dans un équilibre parfait, du début jusqu'à la fin. Je sais que ce n'est pas évident à obtenir, et que les heures de sommeil qui manquent, tout ça, ça finit par s'accumuler, et qu'on arrive au bout en étant vraiment très, très fatigué. Pour la méthode de travail, vous allez être certainement plus fatigué vers la fin du semestre qu'au début. C'est normal, vous allez accumuler les heures de travail, etc., etc. Donc, si on revient au petit schéma de tout à l'heure, vous êtes en P1, vous voulez tout simplement franchir cette barrière, qui est la PACES, et dites-vous que vous allez vous reposer tout simplement l'année suivante. Vous allez trouver un énorme lit où vous pourrez faire évidemment un gros dodo, autant que vous voulez. Voilà, mettez-vous ça en tête. Alors, revenons aux choses un peu plus sérieuses. Donc, s'entraîner. S'entraîner veut dire que vous devez tout simplement travailler chapitre par chapitre, de manière régulière, pour ne pas accumuler, évidemment, les choses, pour que ça devienne tout simplement insurmontable. Ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre par la suite. Encore une question de Marie. Bonjour Marie. Pensez-vous qu'il existe une réelle différence de prestige entre les facultés dites parisiennes et celles de Saint-Quentin, par exemple? Alors, pour ne rien vous cacher, je connais très bien ces deux universités. Mais,
pour moi, la difficulté, en fait, plutôt la différence qu'il y a entre les deux, c'est au niveau des contenus. Et il ne faut pas voir l'aspect prestige. Ça n'a strictement aucun sens. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'à la fin du compte, que vous soyez passé par une faculté parisienne ou tout simplement par Saint-Quentin en Yvelines, vous allez avoir exactement le même diplôme. Et quand vous allez passer les épreuves classantes nationales, ce qu'on appelle le concours de l'internat, maintenant ça s'appelle le CN, ce sera à vous de faire la preuve que vous êtes capable, indépendamment de l'université évidemment par où vous êtes passé, d'obtenir un résultat classant très intéressant pour choisir votre spécialité. Alors maintenant, évidemment, il y a une hiérarchie au niveau du prestige, entre guillemets. Disons qu'il y a certaines facs où, au niveau des ECN, on est mieux classé que d'autres. Mais très honnêtement, ça dépend beaucoup de vous. Une fois que vous avez passé le cap de la PACES, ce qui compte, c'est le travail que vous allez fournir après. Alors évidemment, il n'y a plus d'épée de Damoclès par la suite, il n'y a pas de concours, il faut juste travailler, travailler, travailler. Et là, vous obtiendrez évidemment la possibilité de vous classer correctement aux ECN. Et la notion de prestige, on s'en fiche totalement, hein, j'ai envie de vous dire ça. C'est tout simplement le travail qui va faire la différence, même au niveau de l'ECN. Statistiquement, c'est vrai qu'il y a certaines universités qui sont mieux classées que d'autres au niveau des ECN, mais dans l'absolu, ça ne dépend que de vous. Voilà pour votre question, Marie. Alors, David, est-il préférable d'avoir 1 heure de trajet pour aller à la fac, mais de vivre chez soi, santé de préférence, avec ses parents, donc pas besoin de faire à manger, pas à langer, bon, j'imagine, hein, j'espère en tout cas, la vaisselle, le linge, etc. Ou est-ce que c'est mieux d'habiter juste à côté de la fac, mais de devoir faire soi-même les tâches ménagères? Franchement, si c'est pour 1 heure de transport, je vous conseille de rester chez vos parents. Très honnêtement. Vous allez vous débarrasser pas mal de tâches fastidieuses. Bon, il faut les faire évidemment, mais si vous avez la possibilité qu'on les fasse à votre place et que vous arrivez le soir pour bosser et pour dîner, tout simplement, que votre linge est lavé, vous avez forcément plus de chances d'être moins fatigué à la fin et de consacrer plus de temps tout simplement à vos études. Voilà, David. Si vous avez la possibilité, moi je vous conseille de rester chez vos parents, même si vous avez 1 heure de transport. Et pendant 1 heure de transport, vous pourrez toujours lire un bouquin d'anatomie ou de biologie ou autre, peu importe. En tout cas, vous pouvez feuilleter vos cours. Sachant que vous allez arriver chez vous sans avoir à faire la vaisselle, à laver le linge, etc., etc. Voilà. Donc, je reviens au travail, aux méthodes de travail. Donc, je reviens là-dessus. S'entraîner, 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 c'est très, très important. Mais il faut une méthodologie. C'est très, très important. Adrien me pose une question. Bonsoir, Adrien. La question n'arrive pas, donc on revient sur la manière de travailler. Alors, il y a déjà la méthode. Comment procéder? Alors, je vais y revenir. En attendant, je vais répondre à la question d'Adrien. Quel est le lien qui existe, pas qu'il existe, désolé de vous corriger, entre les universités et les spécialités obtenues à la 6e année? Il n'y a tout simplement pas de lien. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que certaines universités, certes, s'occupent de certaines spécialités plus que d'autres. Mais une fois que vous avez passé votre concours de l'ECN, selon votre classement, vous pourrez choisir exactement la spécialité que vous voulez, où vous voulez. C'est le principe des ECN. C'est-à-dire que tous les étudiants au niveau national passent exactement le même concours, quelle que soit l'université d'origine. Et il y a un classement qui est établi. Le premier qui arrive aux ECN, il fait ce qu'il veut, il choisit ce qui est disponible, là où il veut, dans la ville qu'il veut, dans l'hôpital qu'il veut et la spécialité qu'il veut. Le deuxième prend ce qui reste, le troisième prend ce qui reste, et malheureusement, le tout dernier, évidemment, bon, il est médecin, certes, il sera médecin, mais pas tout à fait par rapport à ce qu'il avait envie de faire. Non, voilà, donc il n'y a pas de lien direct, même si certaines universités s'occupent de certaines spécialités plus que d'autres. Mais le choix, ce n'est pas parce que vous êtes
passer par une université où il y a cardiologie que vous allez faire une spécialité de cardiologie. Ça dépendra de votre classement au niveau de l'ECN. Donc ça, il faut bien vous le mettre en tête, hein. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc je vais finir quand même par parler de méthode. Donc il y a deux aspects en fait, quand je dis s'entraîner, 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 s'entraîner. D'abord, la manière de le faire, et puis avec quoi le faire. C'est-à-dire que si vous passez des heures et des heures à travailler sur des questions, des problèmes, on va travailler sur un livre qui n'est pas tout à fait adapté à votre université, c'est du temps de perdu. Donc la première chose à bien mettre en place, c'est les ressources. Il faut vous assurer que vous travaillez avec des ressources parfaitement adéquates et en rapport direct avec votre université, avec votre concours. Alors encore une question, non, c'était la même que tout à l'heure. Donc Adrien, ouais, c'est la même question. Donc je disais, déjà s'assurer qu'on dispose, que vous disposez des bonnes ressources. Alors, je vous donnerai quelques astuces par la suite pour y arriver. Et ensuite, la manière de travailler. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Quand vous traitez, par exemple, un problème de physique ou de biostatistique ou autre, et que vous n'y arrivez pas, la première chose à faire, c'est de revenir sur votre cours. Ça veut dire que votre cours n'est pas du tout compris. Une fois que vous aurez franchi cette étape, vous allez voir que les choses vont se passer beaucoup mieux. Vous allez aborder vos exercices, pouvoir les résoudre, et là, vous avez évidemment quelque chose de positif. Alors, il ne s'agit pas de se dire, je fais ma série de D, je fais une petite série de QCM que je vais peut-être prendre dans un livre, ou que je vais tout simplement avoir dans une prépa. Vous aurez des QCM évidemment dans l'une ou l'autre des prépas que vous aurez choisi, mais il faut s'entraîner beaucoup plus que ça. Il faut faire le maximum de choses. Je dis bien le maximum. Selon vos capacités, bien entendu, mais le maximum. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus vous aurez vu de situations différentes pendant votre entraînement, pendant votre préparation, plus vous aurez vu de situations différentes, et moins, je dis bien, moins vous aurez de surprises au niveau du concours. Donc si vous balayez vraiment une plage très importante de problèmes de différents types, en physique, en chimie, en biostat, de QCM posés différemment, dans un esprit différent, dans les matières par cœur, biologie, histologie, embryologie, etc. Plus vous verrez de situations différentes, moins vous aurez de surprises tout simplement au niveau du concours. Donc il y a deux aspects. Donc la manière de travailler et le contenu sur lequel vous allez travailler. Et puis après, celui qui englobe le tout, évidemment, la quantité. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Alors évidemment, pour que tout ça puisse se faire sans aucune difficulté et que vous puissiez tenir la route, parce qu'il ne s'agit pas de s'épuiser avant l'heure, avant le jour J, il y a quand même quelques règles à s'imposer. Une alimentation saine, c'est vrai que ce n'est pas évident quand on est étudiant, moi je suis passé par là, les sandwichs, les repas au resto U, quand c'est possible, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de manger, et puis les sandwichs, les repas froids, etc. Tout ça, ça ne participe pas évidemment au bon équilibre de l'organisme. Mais parfois, on n'a pas la possibilité de faire autrement. Donc, si vous avez la possibilité de vraiment choisir votre alimentation, de vous imposer quelques règles en faisant des repas normaux, de temps en temps un sandwich, ça ne fait pas trop de mal. Donc, disons que il faut essayer de s'occuper de son alimentation, de son sommeil, ça c'est capital. Si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, faites en sorte de dormir les 7 heures pour que votre organisme soit en forme. Et par contre, en compensation, vous devez organiser les heures restantes de la journée de manière très rationnelle, avec aucune perte, absolument aucune perte. Si vous avez besoin de 4 heures de sommeil, vous gagnez 3 heures par rapport à un concurrent. Donc c'est toujours ça de prix, mais il faut toujours faire en sorte que votre organisme soit tout simplement en forme, qu'il ait son nombre d'heures de sommeil pour qu'il puisse fonctionner correctement dans la journée. N'oubliez pas que c'est un marathon et qu'il faudra arriver le jour J vraiment en forme. Alors à cela est lié le problème des petits produits qu'on peut avaler à droite, à gauche, qu'on achète en pharmacie. Si c'est pour entretenir, si c'est sur le long terme, donc un petit comprimé qui vous maintient simplement en forme mais qui ne vous dope pas, ça c'est très important, c'est jouable. Vous allez arriver le jour J en étant en forme.
Mais si c'est juste pour vous doper une semaine avant avec des produits miracles, ça n'existe pas. Ça risque tout simplement d'avoir l'effet contraire. Donc c'est à vous de me demander conseil à votre pharmacien, tout simplement, pour faire en sorte que vous soyez en forme tout le semestre, mais à condition de dormir le nombre d'heures qui convient tout simplement à votre organisme. Le sport, c'est capital. Alors, il ne s'agit pas évidemment de préparer les JO, hein, vous faites déjà la préparation de la PACES, hein, les deux sont incompatibles, mais le sport est quand même indispensable. Une fois par semaine, si vous avez une activité physique, je vous assure que ça fait beaucoup de bien. Ça permet déjà de faire autre chose que de travailler, hein, d'apprendre. Et la distraction. La distraction, c'est indispensable à la personne, tout simplement. Enfin, il faut voir autre chose. Une petite séance de cinéma ou un théâtre ou une activité que vous aimez bien, ça ne fait pas de mal, bien au contraire. Quoi qu'il arrive, il y a quand même l'organisation qui entre en jeu, et ça c'est capital. Et moi je propose à mes étudiants en fait de jouer un quartet gagnant, qui est tout simplement l'objectif qui doit être défini au départ. Une fois que l'objectif est défini, de le planifier. Une fois qu'il est planifié, d'être motivé, parce qu'on peut tout faire sur le papier. Vous savez qu'on peut aller sur la Lune, hein, en mettant sur le papier. D'autres personnes y sont allées, mais évidemment avec d'autres moyens. Mais vous avez un objectif. Essayez de faire tout simplement un plan de travail, planifier tout ça, de rester motivé et surtout de l'exécuter. Si vous faites un plan et que vous ne l'exécutez pas, ça ne sert strictement à rien. Alors au début, vous allez être confronté à un petit problème en fait. Comme vous avez travaillé au lycée, non pas pour avoir un concours, mais simplement pour avoir un examen, même si vous aviez visé les bonnes mentions, etc., toujours est-il que c'est un examen. Donc il n'y a pas l'épée de Damoclès, il n'y a pas le numerus clausus. Donc vous avez travaillé d'une certaine manière. Là, il y a un couperet. Il y a un couperet et ça c'est très important. Donc il faut éviter évidemment qu'il vous tombe sur la tête. Donc au départ, vous allez faire un plan, vous allez essayer de travailler une semaine et puis après vous allez lâcher un petit peu. Et puis après, vous allez revenir dessus, relâcher, etc. Donc ça, c'est déjà un mauvais départ. Mais ça va arriver. Donc il faudra évidemment tirer des leçons sur ce qui n'a pas fonctionné la première ou la deuxième ou la troisième semaine. Et en fonction de ce que vous avez fait, de corriger tout ça et de vous trouver évidemment un plan de travail, donc un planning bien raisonnable. N'essayez pas de mettre le paquet dès le départ. Vous allez être affolé, vous allez être dépassé et du coup, vous allez lâcher. Donc commencez petit à petit en sachant que ça va aller crescendo parce que vous allez travailler beaucoup plus par la suite vers la fin du semestre qu'au début. Alors, une manière de travailler qui, je pense, est efficace pour ceux qui l'ont utilisé, c'est tout simplement de décomposer le semestre en deux parties. Voilà, partie 1 et partie 2. Alors, vous savez que le programme se déroule le long du semestre. Et à la fin, il va vous rester quelques jours. Ça dépend des facs. Des fois, c'est une semaine, des fois, c'est 10 jours, des fois, c'est 15 jours pour réviser. Celle-là, évidemment, cette partie-là, c'est la révision pure. Alors, ne vous dites pas, évidemment, que c'est pendant cette période-là que vous allez travailler certains cours. Ça, c'est perdu d'avance. Parce que les autres vont travailler ces cours-là bien avant. Alors, ce que je vous propose, et ça marche très bien, en tout cas pour ceux qui l'ont essayé, c'est de ne absolument perdre aucune heure de travail pendant la première phase. C'est-à-dire quand un cours 1 est fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de le faire dans la semaine. Le cours 1 dans la semaine 1. Le cours 2 dans la semaine 2. Arrivé au milieu du gué, évidemment, vous allez peut-être oublier un tout petit peu ce qui s'est passé au début. Donc vous allez commencer à penser aux révisions. Et c'est là que la méthode vaut le coup. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez doubler votre charge de travail. Non seulement vous allez consacrer du temps pour assimiler la deuxième partie du cours. Alors je vais mettre tout simplement le plein écran pour pouvoir voir. Donc non seulement vous allez doubler
la charge de travail pour assimiler la deuxième partie du cours, mais en plus, il faudra évidemment vous occuper de la première. Donc, très simplement, si vous travaillez correctement pendant la première phase, vous assimilez semaine après semaine tous les chapitres, l'entraînement qui va avec, etc. Quand vous allez arriver au milieu du semestre, ou en tout cas une bonne partie du milieu, la moitié, vous allez devoir vous occuper du reste du programme sans avoir à oublier évidemment le début. Alors comment faire? Ça veut dire que vous allez commencer vos révisions de cette première partie-là, tout en essayant d'assimiler la deuxième partie. C'est la meilleure façon, à mon sens, et ceux qui l'ont utilisé disent que c'est tout simplement très efficace. Vous allez arriver ici en ayant travaillé aussi bien la deuxième que la première. Et s'il vous reste du temps, ici, dans la phase de révision, vous repassez une dernière couche sur l'intégralité du programme, si vous en avez la possibilité. Mais il ne faut surtout pas commencer à revoir ce qui a été fait au tout début dans la partie qui est consacrée à la révision. Ça, c'est vraiment peine perdue, à moins d'avoir une capacité de travail et d'assimilation ultra rapide, ce qui peut arriver évidemment pour certaines personnes, ce n'est pas interdit. À moins d'avoir cette capacité-là, c'est franchement la meilleure façon de procéder. Voilà, donc, il y a un quartier gagnant. Objectif, planification, motivation, exécution. Si vous respectez ces 4 critères-là, dans cet ordre-là, je vous assure que ça va aller très facilement pour vous. Alors, un dernier point, sauf si vous avez des questions sur la méthode de travail, auquel cas, j'attends qu'elles arrivent. Maintenant, comment se préparer? Alors, vous allez arriver du lycée. C'est un monde un petit peu différent, le lycée. C'est le cocon, presque. Vous êtes pris en charge dans une classe de 20, 30, 40, selon les lycées. Vous allez arriver en amphi, 300, 400, 500 personnes. Le prof que vous voyez à peine au bout. Et parfois, quand c'est des cours en circuit fermé, donc il y a l'amphi principal où il y a le prof que vous voyez en chair et en os. Et le deuxième ou le troisième amphi, vous allez voir tout simplement le prof sur un écran. Donc, vous n'aurez même pas la possibilité de poser des questions, sauf si vous attendez la fin et que vous vous déplacez évidemment dans l'amphi principal. Et encore, il faut avoir la possibilité de poser les questions. Donc, vous allez changer de monde en fait, totalement changer de monde. Vous allez voir là, les cours défiler rapidement devant vous. C'est-à-dire que ça va aller à une vitesse, pour certaines facs, ça va très vite. On a l'impression que c'est carrément un film burlesque, c'est-à-dire que ça passe à une vitesse assez extraordinaire. On n'a pas le temps de voir, d'entendre en même temps et de prendre des notes. Bon, il est vrai qu'on vous donne des polis au départ, correspondant aux diapos. Alors, certaines facs, pour faire en sorte que les étudiants soient présents au moment des cours, donnent des polis tout simplement incomplets. Et donc, il faut qu'ils soient présents pour les compléter. C'est-à-dire que les diapos pleines et entières, elles sont projetées au tableau, au niveau de l'amphi. Et ce que vous avez entre les mains, évidemment, c'est quelque chose d'incomplet. Donc, vous allez compléter en même temps. Donc, votre présence est indispensable. Alors, il y a une chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que vous allez assister à des cours où vous serez libre d'aller ou pas. Au lycée, évidemment, il y a la feuille de présence, etc. En amphi, si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Ce n'est pas très compliqué. Mais y aller et en tirer bénéfice, c'est vraiment important. Seulement, ça ne peut se faire de manière positive qu'à une condition. Si vous avez un prof qui vous fait un vrai cours, même s'il y a des diapos, qui explique, qui fait ses démos, qui vous apporte quelque chose, et que vous ressentez à la fin du cours que vous avez appris quelque chose par rapport au moment où vous êtes rentré, vous ressortez avec quelque chose en plus, là, il ne faut pas louper ces cours-là parce que ça va vous apporter tout le temps quelque chose de positif. Mais si vous arrivez en amphi et que vous ressortez aussi vierge que vous êtes rentré, en gros, vous tombez sur un prof que vous ne comprenez pas ou qui ne donne pas d'explication, et malheureusement, il y a des profs qui lisent tout simplement les polis. Vous n'êtes pas analphabète, vous pouvez lire, vous savez lire. Donc, si on vient vous faire tout simplement la lecture, ça veut dire que vous perdez votre temps. Donc, je vous conseille tout simplement de consacrer ce temps-là à travailler de manière personnelle,
peut-être le même cours, sauf si évidemment les données vous manquent, auquel cas vous décalez ce cours-là sur la semaine d'après pour le travailler, après avoir récupéré les données auprès des copains, etc., etc. Donc, si vous sentez que vous passez 1 heure, 2 heures en amphi sans aucun bénéfice, prenez cette heure, prenez ces 2 heures, allez en bibliothèque et travaillez tout simplement, soit sur le même cours, si vous êtes en mesure de faire un travail personnel, soit tout simplement sur autre chose, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui fait que au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, vous avez tiré un bénéfice sur la matière en question ou sur une autre matière, peu importe. Ça, c'est subjectif. Je ne peux pas vous demander de le faire systématiquement, c'est à vous de juger. Si vous tirez bénéfice de tel cours magistral, profitez-en, vous allez vraiment avoir quelque chose en plus. Donc, des explications. S'il n'y a aucune explication qui est donnée, allez les chercher vous-même et ne perdez pas votre temps. À côté de ça, vous avez les ED. Les ED, il faut toujours y aller. Malheureusement, il y a beaucoup de groupes et donc beaucoup d'assistants. Et il y a des assistants qui sont bons et d'autres moins bons. C'est comme ça. Par chance, vous pouvez tomber dans un groupe où le prof est bon, l'assistant est bon, donc vous allez en tirer profit. Et sinon, par malchance, vous êtes dans un groupe qui n'est pas terrible. Donc, à vous de voir comment fonctionne votre université, si vous pouvez évidemment changer de groupe, si vous avez le droit, si vous n'avez pas le droit. Tout ça, c'est à vous de l'ajuster. Mais évitez tout simplement de passer 1 heure, 2 heures à écouter quelqu'un qui ne vous apporte strictement rien. En général, évidemment, les profs vous apportent quelque chose à la fac, mais dans certaines situations, et malheureusement, c'est ce qui existe, dans certaines situations, il n'y a absolument rien qui est apporté, quoi. Donc, à vous de juger selon la fac où vous êtes pour savoir si vous y allez ou pas. Alors, pourquoi y a-t-il une différence de prix entre les différentes prépas? Très bonne question. Alors, je ne peux pas vous répondre comme ça de manière catégorique. La différence, elle existe tout simplement par rapport aux frais de fonctionnement et surtout à ce qui est apporté dans chaque fac. Certaines facs vous donnent tout simplement, certaines prépas, pardon, vous donnent tout simplement la possibilité d'accéder à des données, donc des ressources. On vous corrige les ressources qu'on vous demande de faire, de traiter, des QCM, des exos, etc. Et on vous donne tout simplement des polis. À vous de vous débrouiller pour comprendre le cours. D'autres facs vous expliquent le cours et vous font faire les exercices. Vous les corrigent. Donc, il y a déjà une petite différence. Vous pensez bien que le temps consacré n'est pas le même, l'apport n'est pas le même. Après, c'est à vous de juger, évidemment, en fonction de vos besoins. Si vous avez simplement besoin d'une prépa où il vous faut simplement des ressources et tout bêtement attendre qu'on vous les corrige, ou si vous avez besoin d'un soutien en termes de cours, c'est-à-dire que vous avez des explications sur le cours parce que vous ne l'avez pas compris à la fac. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est très important cet aspect. Pour une raison très simple, c'est que si vous ne comprenez pas le cours, vous ne risquez pas de pouvoir faire évidemment les exercices, en particulier dans les matières dites sciences dures. Pour les autres, on peut toujours plus ou moins se débrouiller. Mais là où il y a des problèmes à résoudre, des équations, etc., tout ça, ça nécessite évidemment une bonne compréhension. Maintenant, si vous avez le poli de la fac et que vous ne comprenez pas, et que vous allez dans une prépa, je ne parle d'aucune prépa en particulier, évidemment, vous n'avez pas d'explication, là, il y a un souci, vous vous retrouvez exactement dans la même situation. Donc, la différence peut s'expliquer à ce niveau-là. Et puis, il y a des prépas où ce sont des profs qui font les cours, et d'autres où ce ne sont pas des profs. Voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle il y a parfois des différences au niveau des tarifs. J'espère avoir répondu à votre question. Alors donc, je disais, une fois sorti du lycée, vous aviez une façon de travailler, d'être encadré. Vous allez débarquer dans un monde qui est complètement, mais alors complètement différent. C'est-à-dire que vous allez être en liberté, en quelque sorte. C'est à vous de gérer tout simplement votre liberté. Il vous faudra vraiment gérer votre temps, être motivé pour se lever le matin. Il n'y a pas d'appel, tout
tout ça, ça entre en ligne de compte. Il faut quand même avoir une sacrée volonté. Et cette volonté, elle va venir d'où? De l'objectif que vous vous êtes fixé, tout simplement. Vous vous dites, je veux devenir médecin, je veux passer en P2, donc je mets le paquet. Et tout ça, ce n'est pas évident à gérer. Donc, il faut trouver ses marques et ça dépend des personnalités de chacun, évidemment. Donc, il y a la mise en condition qui peut se faire avant la rentrée universitaire, à travers des stages de pré-rentrée. Ça, toutes les prépas le proposent. Après, c'est à vous, une fois que vous avez discuté avec tel et tel prépa, tout simplement de faire votre choix, en tenant compte non pas tout simplement du nombre d'étudiants qui sont inscrits dans telle ou telle prépa, ce n'est pas un critère. Regardez simplement ce qu'il y a de proposé, ce qui est proposé dans telle ou telle prépa. Alors, il y a des prépas où on travaille à 50, 40, 50 dans un groupe. Et il y en a d'autres où on travaille à 20 maximum. Donc, le choix est vite fait. Il est évident qu'il y a plus d'attention qui est consacrée à des étudiants qui sont dans un groupe de 20 que des étudiants qui sont dans un groupe de 40 ou 50. Donc, ce paramètre-là, c'est à vous de le gérer en faisant tout simplement, en passant en revue ou en discutant avec la plupart toutes les prépas, si vous préférez, et de regarder ce critère. Pas le nombre d'inscrits, ce n'est pas un critère de qualité. Je vais vous dire très franchement, il y a ce qu'on appelle un effet de masse. Quand on voit que le copain est inscrit dans telle prépa, on se dit, on y va, il y va, donc j'y vais. Ce n'est pas un critère. Regardez par vous-même ce qui est proposé, la manière dont ça se fait, et après vous jugerez et vous ferez votre choix tout simplement en bonne conscience, en essayant de ne pas vous tromper, tout simplement. Alors, pendant le stage de pré-rentrée, c'est une mise en condition, c'est-à-dire qu'il y a une reprise du programme de terminale pour l'essentiel, et il y a le programme de PACES qui est abordé dans les matières les plus difficiles, comme la physique, la chimie, etc. Donc, il y a une mise en condition pour vous préparer, de telle sorte que lorsque vous allez assister à votre premier cours en amphi, vous n'aurez pas de surprise. Vous saurez de quoi parle le prof. Évidemment, tous les cours ne seront pas faits pendant le stage de pré-entrée, c'est une évidence, parce que sinon, il faudrait le semestre, c'est juste un stage qui dure 1 semaine ou 2 semaines selon, ou 3 semaines. Et par la suite, les cours suivants, comme vous aurez le pli, vous aurez vu comment ça fonctionne pendant les cours d'amphi, vous serez mieux armé pour comprendre tout seul les cours suivants. De toute manière, vous n'avez pas le choix, à un moment ou à un autre, il faudra vous y coller. Donc, les stages de pré-rentrée, ça sert à vous mettre en condition et faire en sorte que ça marche très bien, évidemment, pour la suite. Alors, les soutiens en présentiel et en entraînement, c'est les prépas qui les assurent, pendant le semestre ou pendant l'année. Donc, le choix est capital, parce que vous allez y passer 1 semestre, voire 2 semestres. Et donc, vous allez tout simplement faire ce choix-là, par rapport aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Pas le nombre d'inscrits, ce n'est pas un paramètre déterminant. Regardez plutôt la manière dont c'est fait, les contenus, la proximité des locaux, etc., etc. Si c'est fait par des profs, si c'est fait par des étudiants, tout ça, c'est des paramètres très, très importants. Alors, vous pouvez aussi travailler en ligne, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, faire un entraînement intensif. Donc, quand c'est du présentiel, avec des séries de QCM, vous avez votre quota évidemment de QCM par rapport au cours qui a été fait. Maintenant, si vous voulez en faire plus, il y a un site qui s'appelle netexam.fr qui vous propose tout simplement des contenus ciblés par rapport à votre fac. Vous vous inscrivez dans la fac qui vous correspond, enfin qui est la vôtre tout simplement, et moyennant évidemment un abonnement, vous pourrez travailler de manière intensive tout simplement les chapitres que vous voulez, passer des examens blancs en ligne, de refaire les annales en temps imparti, comme si vous étiez tout simplement en examen, et la possibilité de faire les deux. Une prépa, qui est la CPCM, et l'entraînement en ligne couplé. C'est-à-dire que vous allez tout simplement avoir du présentiel, donc vous allez assister à des cours, vous allez faire des entraînements en cours, et chez vous, vous aurez à votre disposition, pendant tout le semestre et de manière illimitée, une banque de données avec des QCM, donc concernant toutes les matières de votre fac, des concours blancs que vous pourrez faire chez vous tranquillement, en plus de ceux que vous ferez évidemment dans la prépa, et la possibilité de traiter les annales tout simplement comme si vous étiez en examen.
Voilà, à vous d'aller visiter donc soit le site de CPCM, soit le site de NetExam, et de faire la combinaison des deux si vous le souhaitez. Donc c'est à vous de juger, tout simplement. Alors toutes ces informations seront mises en ligne, hein, donc je vous donne le lien si vous préférez tout de suite le noter. Donc pour la prépa qui combine aussi bien le soutien en présentiel que l'entraînement intensif en ligne, c'est CPCM. Et si vous voulez simplement travailler en ligne de manière indépendante, bah, vous avez la possibilité d'aller sur netexam.fr. Mais très honnêtement, je vous conseille de faire les deux, parce que vous avez le cours qui est expliqué en présentiel et l'entraînement intensif, en plus de l'entraînement en présentiel, évidemment. Et ceci a un avantage considérable, c'est que vous pouvez le faire, évidemment, quand vous voulez. À partir du moment où vous avez un simple ordi et une connexion, vous y êtes, vous travaillez à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. En plus de la présence, évidemment, au niveau de la prépa. Voilà, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'informations. Et vous souhaite très bonne route. D'abord pour votre bac. D'ailleurs, les petites indications, les petits conseils que j'ai donnés pour la manière de travailler, elles sont valables évidemment pour le bac. C'est une phase préparatoire, parce que si vous vous préparez à travailler de cette manière dès maintenant, il est évident que vous aurez acquis la méthode, vous aurez pris le pli, et la PACES, ce sera beaucoup plus simple. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, et peut-être à bientôt pour un cours. Allez, bonne soirée, à bientôt.